Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi donc, de participer pour la seconde fois donc, à Emerging Valley. Cette année, je comprends effectivement que la thématique soit centrée sur le développement durable et surtout dans le contexte post-crise. Moi, quand on parle de développement durable et des villes durables, de la résilience, s'agissant de l'Afrique, je dis toujours qu'il faut faire attention pour ne pas le focaliser sur les mêmes problématiques qu'il y a en Europe. C'est vrai, l'accès au transport, c'est important, donc l'écologie, etc., donc l'environnement. Mais ce qu'il faut véritablement voir, c'est que les villes africaines sont devenues de plus des dépotoirs de frustration, surtout de la part de la jeunesse, avec des taux de chômage extrêmement élevés. Donc cela conduit forcément donc, à des fragilités, donc la montée en puissance donc, du grand banditisme, de la délinquance en milieu urbain. Et donc, nous ne pouvons pas véritablement concevoir des villes résilientes, des villes durables, si la question du chômage n'est pas véritablement traitée dans nos grandes villes. Donc, il y a une démographie galopante dans nos villes africaines. Les projections sont très claires. Hein, donc, à l'horizon 2050, quasiment toute la population donc, africaine vivrait dans les grandes villes, surtout dans le contexte donc, des changements climatiques où le monde rural se vide petit à petit de ces populations. Je mets beaucoup sur la capacité de nos villes à donner ou à redonner de l'espoir à la jeunesse. C'est une jeunesse, souvenez-vous, figurez-vous que quasiment, d'après les informations, d'après les statistiques, il y a plus de 600 millions de jeunes Africains donc aujourd'hui qui sont à la recherche du travail. Et la plupart d'entre eux sont concentrés dans les villes. Donc, pour aborder cette thématique, pour avoir des villes durables, résilientes, surtout dans le contexte actuel, le contexte de changement climatique, le contexte donc du Covid et pourquoi éventuellement d'autres pandémies qui vont venir, il faut véritablement axer sur le capital humain. Merci pour la question. Effectivement, le partenariat, le secteur public-privé ou le PPP, aujourd'hui, est plus qu'indispensable. Alors, pour instaurer cette confiance, il faut déjà éclaircir les process de partenariat, le cadre réglementaire. Dans beaucoup d'expériences, nous avons des témoignages sur le côté flou, si j'ose dire, du cadre réglementaire régissant l'accès déjà au partenariat public-privé et une fois concrétisé, l'exécution de ce partenariat public-privé. Aujourd'hui, le secteur, il n'y a plus de différence réellement entre public et privé. On parle de secteur économique national. Le secteur économique national aujourd'hui doit réellement être aux normes, tout simplement, aux normes euh, pratiquées au sein de l'entreprise privée et que le public se rende confiance, se rende aujourd'hui conscience que sans le privé, je dirais, les destins sont complètement liés. Sans le privé, il n'y a aucune création de richesse. La création, parfois le secteur nécessite aujourd'hui d'être compris et le secteur privé nécessite d'être aussi compris, comprendre la vision du politique et du public d'une manière générale. En tout cas, la confiance est primordiale pour la mise en place et la réussite de ce partenariat ou de ce rapprochement entre public et privé. C'est indispensable. L'éclaircissement aujourd'hui, comme je l'ai dit, de la manière des règles pour accéder au marché public est indispensable. En tout cas, je pense que les meilleurs modèles, les meilleurs modèles sont des modèles transparents, sont totalement aujourd'hui qui ont réussi dans ce processus d'exécution de partenariat public-privé. En tout cas, encore une fois, il n'y a pas de différence entre public et privé. La confiance est primordiale, la clarté du process d'accès au secteur public est indispensable. Et bien entendu, la création de richesses à travers l'éthique, à travers la transparence, à travers
aussi la clarté dans le process est indispensable, bien entendu, pour le rapprochement et la réussite de ce rapprochement entre systèmes au secteur public et privé. Alors bonjour, d'abord je vais me présenter. Je suis Claude Bornage, je suis la directrice générale du projet CMS-City. Donc le projet CMS-City qui est basé au Bénin a pour mission de concevoir, planifier, de développer, en fait, de mettre en place une cité de l'innovation et du savoir. Donc à travers une ville intelligente et durable qui sera donc le cadre dans lequel cette cité va se développer. Et nous, on est vraiment sur 3 piliers, hein, qui sont les formations de pointe, donc qui s'adaptent aux évolutions des métiers, la recherche, l'expérimentation de solutions innovantes, et puis la création d'un écosystème entrepreneurial qui est donc au service du développement durable. Et là, c'est là que votre question, justement, prend tout son sens. Pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui se trouve au centre de projets de ce type-là? Et je pense qu'il faut vraiment voir les enjeux de développement urbain, de villes qui se veulent à la fois résilientes, qui se veulent intelligentes, où il y a un besoin de collecter de la donnée, d'analyser cette donnée, de tester des solutions innovantes parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des problématiques qui sont très complexes et pour lesquelles les solutions traditionnelles ont peut-être montré leurs limites. Et c'est là que l'entrepreneur innovant, parce qu'il faut bien définir de quel type d'entrepreneuriat on parle. L'entrepreneur innovant qui a pour passion, qui s'engage à résoudre des problèmes qui vont être des problèmes qui touchent un grand nombre de personnes, dont la résolution va permettre de créer des emplois, de créer de la valeur pour son pays et même au-delà, pour peut-être tout un continent ou même à l'international. Ces entrepreneurs-là, aujourd'hui, se retrouvent vraiment au cœur des sujets qu'on connaît de réchauffement climatique, de gestion des déchets, d'efficacité énergétique. Ce sont eux qui développent justement des solutions qui sont des solutions inédites, qui prennent des risques, qui sont prêts à tester, à prototyper des solutions qui peut-être vont devoir être améliorées par plus de recherche, plus d'investissement, plus de développement. Ce sont vraiment ces entrepreneurs-là qui ont pris le pari de développer ce que nous on appelle l'innovation Made in Africa. Et dans le contexte actuel, surtout avec la crise que nous connaissons, la place de ces entrepreneurs-là est de plus en plus grandissante. On l'a vu en Afrique, on a vu que les solutions innovantes, on en a eu recours pour trouver des alternatives à ce qu'on avait fait traditionnellement et qui, à un moment donné, ne marchait plus. Je pense que tout le monde s'est retourné vers ces ressources locales en se disant comment on va essayer de faire plus efficacement, comment on va essayer de faire moins cher, de manière plus frugale pour trouver des ressources en énergie, pour trouver des ressources même au niveau sanitaire, que ce soit de la confection de masques au développement des dispositifs de lavage de mains. Et là, ce sont les entrepreneurs qui ont apporté ces solutions-là. Donc, aujourd'hui, quand on pense aux enjeux d'une ville intelligente, d'une ville durable, on est forcément obligé de mettre l'entrepreneur au cœur de ce dispositif-là. Donc, l'entrepreneuriat innovant, pour moi, n'est plus un support auquel on pense quand on a fini de construire la ville, mais c'est une composante à part entière dans la conception d'une cité intelligente et résiliente.